À l'automne 1997, la banlieue tranquille de Saanich, en Colombie-Britannique, vivait dans une quiétude trompeuse. Cette image de perfection a été irrévocablement brisée le 22 novembre lorsque le corps de Reena Virk, 14 ans, a été retrouvé dans les eaux glaciales du Gorge Waterway. Sa mort n'était pas un simple fait divers, mais l'aboutissement d'une agression d'une sauvagerie inouïe par un groupe de ses pairs 8 jours plus tôt. Ce meurtre est rapidement devenu une tragédie nationale, forçant le Canada à regarder en face ses échecs, l'intimidation endémique, la violence adolescente et les failles béantes de ses systèmes de protection de l'enfance. L'affaire Reena Virk a déclenché une véritable panique morale, remettant en question tout ce que la société pensait savoir sur la sécurité de ses communautés et la cruauté cachée de ces jeunes. Ce documentaire plonge au cœur de cette affaire. Nous allons retracer la vie de Reena, analyser les détails du crime et décortiquer la décennie de bataille juridique qui a suivi. Enfin, nous explorerons l'héritage durable de cette affaire et les questions qui hantent encore la société canadienne. Pour ne jamais oublier les histoires qui doivent être racontées et pour soutenir notre travail d'enquête, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues. Pour comprendre la tragédie de la mort de Reena Virk, il faut d'abord comprendre le paysage social et culturel complexe dans lequel elle vivait. Sa famille, dirigée par ses parents Manjit et Suman Virk, était composée d'immigrants indiens, installés dans la communauté majoritairement blanche de Saanich. Leur position était encore compliquée par leur foi. Alors que la communauté sud-asiatique locale était en grande partie sikh, les Virk étaient de fervents témoins de Jéhovah, une foi que Suman avait adoptée de sa famille. Cela faisait d'eux, comme le décrit le poignant mémoire de Manjit Virk de 2008, Reena, a father's story, une minorité au sein d'une minorité. Ce statut unique créait un foyer défini par des règles religieuses strictes et des attentes culturelles, qui se heurtaient souvent à la culture adolescente canadienne laïque et dominante que Reena voyait autour d'elle. Reena se sentait limitée par la foi de sa famille et a commencé à se rebeller, adoptant des comportements comme fumer de la marijuana et des cigarettes dans le but de s'aligner sur ses pairs. Cette dynamique de conflit culturel est un thème central du livre de son père, qui relate la tentative d'une famille immigrante d'élever des enfants dans un nouveau pays et le déraillement tragique de ses efforts. Au cœur de l'histoire de Reena se trouve le désir adolescent universel et, dans son cas désespéré, d'acceptation. Elle était décrite comme une fille qui luttait avec son estime de soi, complexée par son poids et son apparence. Cette insécurité faisait d'elle une cible pour les intimidateurs, qui la raillaient, l'ostracisaient et lui infligeaient des cruautés comme coller du chewing-gum dans ses cheveux. Son désir de s'intégrer était dévorant, la conduisant à rechercher un groupe d'adolescents en difficulté qui projetait une image de dureté et d'appartenance. Elle en a rencontré certains dans un parc local, y compris une meneuse charismatique qui idolâtrait des gangsters comme John Gotti. Pour Reena, ce groupe représentait une évasion de l'isolement qu'elle ressentait, mais c'était une connexion qui s'avérerait fatale. La monnaie sociale qu'elle cherchait à acquérir était l'acceptation, et elle était prête à payer un prix élevé pour l'obtenir. La vulnérabilité de Reena a été tragiquement aggravée par les défaillances des institutions mêmes conçues pour protéger les enfants. En 1996, environ un an avant sa mort, la rébellion et le désir de liberté de Reena ont pris une tournure radicale. Apparemment encouragée par des amis qui lui promettaient que la vie en famille d'accueil serait meilleure, elle a fait de fausses allégations d'abus physiques, mentaux et sexuels contre son père, Manjit. Elle a raconté aux travailleurs sociaux des histoires horribles où elle aurait été frappée avec un marteau et menacée avec un tisonnier de barbecue chauffé à blanc. La réponse du système de services sociaux de la Colombie-Britannique fut un échec critique et catastrophique. Selon un examen de décès ultérieur mené pour le service des coronaires de la Colombie-Britannique, les travailleurs sociaux provinciaux ont retiré Reena de son domicile et l'ont placée en famille d'accueil sans enquêter de manière adéquate ni corroborer ses affirmations. Manjit Virk a été arrêté pour des accusations d'abus sexuels qui ont ensuite été abandonnées. Le rapport a noté que les enquêtes avaient été closes prématurément et que les travailleurs sociaux n'avaient pas réussi à travailler avec la famille Virk
comme une unité. Pour la famille Virk, ce fut une profonde trahison. Comme sa mère Suman l'a déploré plus tard, ces gens sont des professionnels formés et ils n'ont pas pu comprendre que cet enfant était une conteuse invétérée. Cette séquence d'événements n'était pas simplement une note de bas de page tragique dans la vie de Rina, c'était un catalyseur direct et crucial de son meurtre. Le désir d'échapper aux règles strictes de sa famille l'a conduite à fabriquer une histoire d'abus. Le système, dans son manquement au devoir de diligence, a validé cette histoire et a agi en conséquence, la retirant physiquement de son foyer. Cette action l'a placée directement dans le système de placement familial et dans un foyer de groupe où elle rencontrerait et s'associerait à certains de ses futurs meurtriers. Bien que Rina se soit finalement rétractée et soit rentrée chez elle, le lien avait été établi. Le système, destiné à être un filet de sécurité, était plutôt devenu un conduit, livrant une jeune fille vulnérable directement dans l'orbite du groupe de pères qui finirait par lui ôter la vie. Cela transforme le récit d'une simple rébellion adolescente en une histoire de jeunesse trahie à plusieurs niveaux par les institutions censées assurer sa protection, un échec dont le coût financier pour la société, en termes de procédures et de suivi, n'est rien comparé à la perte humaine. La violence qui a mis fin à la vie de Rina Virk dans la nuit du 14 novembre 1997 n'était pas un acte unique et spontané, mais un drame glaçant en 2 actes d'une brutalité croissante. Cela a commencé par une réunion sociale et s'est terminé par un meurtre clandestin, révélant une progression psychologique terrifiante, passant d'une punition de groupe à une élimination calculée. Ce vendredi soir-là, Rina a été invitée à une fête avec un grand groupe d'adolescents qui s'étaient rassemblés sur un terrain derrière l'école Shoreline à View Royal. Lorsque la police est arrivée pour disperser la foule, le groupe s'est déplacé vers le pont Craigflower voisin, un lieu de rencontre locale populaire. C'est là qu'un conflit latent a éclaté. Le prétexte de la violence était enraciné dans la dynamique sociale adolescente et les trahisons perçues. Rina était accusée d'avoir volé un annuaire téléphonique ou un journal appartenant à l'une des meneuses du groupe, Nicole Cook, fictionnalisée en Joséphine Bell dans le livre de Rebecca Godfrey et la série télévisée qui a suivi, et de l'avoir utilisée pour appeler des garçons et répandre des rumeurs désobligeantes. Les rumeurs étaient juvéniles, que Cook avait de faux sourcils ou avait contracté le sida, mais dans la hiérarchie sociale volatile de ce groupe, elle justifiait des représailles sévères. La valeur de l'objet volé était quasi nulle, mais la valeur de l'honneur social était pour eux inestimable. La première attaque fut un spectacle public de violence de groupe, un swarming impliquant 7 adolescentes et un garçon, Warren Glowatsky, 16 ans. L'agression a été initiée par Nicole Cook, qui a confronté Rina sous le pont et a éteint une cigarette allumée sur son front. Cet acte a servi de signal, déchaînant la fureur du groupe. Pendant plusieurs minutes, les 8 adolescents ont frappé et donné des coups de pied à plusieurs reprises d'Arena, alors qu'elle gisait en sang sur le sol boueux, ses cris de « Je suis désolé » perdus dans l'assaut. De nombreux autres adolescents qui s'étaient rassemblés au pont ont soit regardé le passage à tabac brutal, soit se sont simplement dispersés, personne n'intervenant pour l'aider. Cette attaque initiale était une démonstration claire de la mentalité de meute. Elle était performative, conçue pour faire respecter la hiérarchie sociale et punir une transgression perçue devant un public de pairs. Bien qu'horriblement violente, son objectif principal semblait être l'humiliation et l'agression. Une fois le passage à tabac terminé, le groupe s'est dispersé, laissant une Rina meurtrie et ensanglantée à son sort. Contre toute attente, Rina Virk a réussi à se relever et à s'éloigner en titubant du lieu de l'attaque. Elle a traversé le pont Craigflower, se dirigeant vraisemblablement vers un arrêt de bus pour rentrer chez elle. Son calvaire, cependant, n'était pas terminé. Elle a été suivie par 2 de ses agresseurs initiaux, Kelly Ellard, 15 ans, et Warren Glowatsky. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une continuation de la violence chaotique de la foule, mais un acte de meurtre ciblé et délibéré. Loin des yeux du groupe plus large, Ellard et Glowatsky ont lancé une deuxième agression, plus vicieuse. Ils ont de nouveau battu Rina, lui fracassant la tête contre un arbre jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ils ont ensuite traîné son corps inerte dans les eaux peu profondes du Gorge Waterway. Là, l'un d'eux ou les deux
lui ont maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre et se noie. L'autopsie du coroner a révélé l'étendue des dommages subis par son corps, y compris de nombreuses ecchymoses à la tête, à l'abdomen et aux organes internes. Le rapport a conclu que même si elle n'avait pas été noyée, les graves blessures à la tête qu'elle avait subies auraient probablement été mortelles. Cette structure en 2 actes du crime est essentielle pour comprendre ses dimensions juridiques et psychologiques. La première attaque, le swarming, était un acte de violence de groupe diffuse et performative, motivé par la dynamique sociale et une intention malveillante partagée, bien que temporaire. La responsabilité était répartie entre 8 individus, et le but était la punition. La deuxième attaque représentait une escalade profonde. C'était un acte clandestin commis par seulement 2 individus, leur motivation étant passée de la punition sociale à l'élimination d'une victime qui pouvait désormais tous les identifier à la police. Cette distinction cruciale explique pourquoi les Six de Shoreline ont fait face à des accusations d'agression, alors que seuls Kelly Ellard et Warren Glowatsky ont été poursuivis pour meurtre. Cela démontre avec une clarté terrifiante comment l'énergie chaotique d'une foule d'adolescents peut, entre les mains d'individus déterminés, se transformer en un homicide calculé et de sang-froid. 8 adolescents ont finalement été condamnés pour leur rôle dans les événements du 14 novembre 1997. Leurs antécédents, leurs actions et leur trajectoire post-condamnation dressent un tableau complexe de la violence juvénile, allant de la complicité de groupe à la culpabilité directe pour meurtre. Les chemins radicalement différents empruntés par les 2 individus reconnus coupables de meurtre, Warren Glowatsky et Kelly Ellard, offrent une étude fascinante sur les rôles du remords et de la responsabilité dans le système judiciaire. Les 6 adolescents qui n'ont participé qu'au premier swarming sous le pont sont devenus connus sous le nom des Six de Shoreline. Ils comprenaient Nicole Cook, qui a initié l'attaque avec une cigarette allumée, Nicole Patterson, Missy Grace Plaish, Courtney Keith, Gail Ooms et une 6e fille dont l'identité était protégée. Leurs âges variaient de 14 à 16 ans. Ces 6 ont été poursuivis devant le tribunal pour adolescents au début de 1998, en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui protégeait initialement leurs identités de la publication. Leur peine reflétait leur rôle moindre, bien que toujours grave dans le crime, allant de peine avec sursis de 60 jours à 1 an de détention juvénile. Warren Glowatsky, âgé de 16 ans au moment du meurtre, venait d'un milieu difficile et instable. En raison de la gravité du crime, Glowatsky a été jugé comme un adulte. En juin 1999, il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans. C'est pendant son incarcération que le chemin de Glowatsky a radicalement divergé de celui de sa coaccusée. Il a entamé un parcours de responsabilité et de remords profonds. Il a découvert son héritage métis, qui a joué un rôle important dans sa réhabilitation, et il a participé activement à des programmes de justice réparatrice. Plus significativement, Glowatsky a cherché à faire amende honorable auprès de la famille de Rena. Il a exprimé un profond remords pour ses actions et, dans un acte puissant de justice réparatrice, a rencontré Manjit et Suman Virk pour s'excuser en personne. Les Virk, dans une extraordinaire démonstration de grâce, ont accepté ses excuses et ont choisi de lui pardonner. Glowatsky a obtenu une libération conditionnelle de jour en 2007 et une libération conditionnelle totale en 2010. À l'opposé de Glowatsky, Kelly Ellard, âgée de 15 ans au moment du meurtre, s'est engagée sur une longue et ardue voie de défi et de déni. Contrairement à Glowatsky, elle venait d'une famille plus stable et traditionnelle qui l'a soutenue sans faille tout au long de ses nombreux procès. Pendant près de 2 décennies après le meurtre, Ellard a maintenu son innocence. Ce n'est qu'à une audience de libération conditionnelle en 2016, près de 19 ans après le crime, qu'elle a publiquement assumé une part de responsabilité. Même alors, son aveu était partiel et semblait intéressé. Ellard, qui a plus tard changé son nom en Kerry Sim, a finalement obtenu une libération conditionnelle de jour en 2017. Cependant, sa relation avec le système de libération conditionnelle est restée tendue. Sa libération conditionnelle de jour a été suspendue et révoquée pour violation de ces conditions.
y compris des violences domestiques et des tests positifs à la méthamphétamine, la Commission des libérations conditionnelles la considérant comme un risque inacceptable pour la société. Les parcours divergents de Warren Glowatsky et Kelly Ellard illustrent de manière frappante les principes qui sous-tendent le système canadien de libération conditionnelle. L'acceptation de la responsabilité par Glowatsky, son engagement actif dans la justice réparatrice et ses excuses sincères se sont alignés sur les objectifs de réhabilitation du système. C'est un investissement à long terme dans un individu qui a porté ses fruits. Le défi prolongé d'Ellard, la minimisation de son rôle et son comportement problématique continu ont démontré un échec à s'aligner sur ces mêmes objectifs, prouvant que le passage du temps seul ne suffit pas pour mériter la liberté. Cette histoire vous touche-t-elle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer de produire ces enquêtes approfondies et, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Les suites judiciaires du meurtre de Rina Virk furent aussi complexes et longues que le crime fut brutal. Alors que les cas de la majorité des jeunes furent résolus relativement rapidement, la quête d'une condamnation définitive contre Kelly Ellard s'est transformée en une épopée juridique d'une décennie. Le coût immense pour les contribuables de ces multiples procès et appels illustre que la justice a un prix considérable, non seulement moralement, mais aussi financièrement. Les premières procédures judiciaires ont commencé en février 1998 et se sont concentrées sur les 6 filles impliquées uniquement dans le swarming initial. Leurs cas ont été traités par le tribunal pour adolescents. Le processus juridique a été simple. 3 des filles n'ont plaidé coupables à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, tandis que les 3 autres ont été jugées et reconnues coupables de la même infraction. Entre avril et mai 1998, elles ont été condamnées à des peines allant de 60 jours avec sursis à 1 an maximum dans un centre de détention pour jeunes. Warren Glowatsky ainsi que Kelly Ellard ont fait face à l'accusation beaucoup plus grave de meurtre au 2e degré. En raison de la nature extrême du crime, l'accusation a réussi à faire transférer son cas du tribunal pour adolescents au tribunal pour adultes. Son procès a débuté en avril 1999. Un moment clé est survenu lorsque Glowatsky lui-même a témoigné, admettant sa participation au passage à tabac, mais affirmant que c'était Ellard qui avait noyé Rina. En juin 1999, le tribunal l'a reconnu coupable. Il a reçu la peine automatique de prison à vie, avec une admissibilité à la libération conditionnelle fixée au maximum de 7 ans pour un jeune jugé comme un adulte. Le chemin pour obtenir une condamnation définitive contre Kelly Ellard fut tortueux. Procès 1 et appel, 2000-2003. Le premier procès d'Ellard pour meurtre au 2e degré a eu lieu en mars 2000. Elle a été reconnue coupable. Cependant, en février 2003, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a annulé cette condamnation et ordonné un nouveau procès. Le tribunal a statué que le procès avait été rendu inéquitable par le contre-interrogatoire inapproprié d'Ellard par le procureur de la Couronne. Procès 2 et annulation, 2004. Le 2e procès d'Ellard a débuté en juin 2004. Après des jours de délibération, le jury a annoncé qu'il était dans une impasse. Un procès a été annulé en juillet 2004. Il a été révélé plus tard que le jury était divisé à 11 contre 1 en faveur d'un verdict de culpabilité. Procès 3 et second appel, 2005-2008. La Couronne a procédé à un 3e procès en février 2005. Cette fois, le jury a rendu un verdict unanime, coupable de meurtre au 2e degré. Pourtant, une fois de plus, la condamnation a fait l'objet d'un appel. Dans une décision stupéfiante en septembre 2008, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a de nouveau annulé le verdict et ordonné un rare 4e procès, invoquant une erreur de procédure de la part du juge du procès. La décision finale de la Cour suprême du Canada, 2009. Refusant d'accepter la décision de la Cour d'appel, la Couronne a porté l'affaire devant la plus haute cour du pays. En juin 2009, la Cour suprême du Canada a rendu le verdict final. Dans une décision majoritaire de 8 contre 1, la Cour a annulé la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Les juges ont convenu que le juge du procès avait commis une erreur technique, mais ils l'ont jugée mineure et inoffensive. La Cour suprême a rétabli le verdict de culpabilité du 3e procès,
mettant enfin un terme juridique définitif à l'affaire contre Kelly Ellard, près de 12 ans après la mort de Rina Virk. Le meurtre de Rina Virk fut un crime qui a résonné bien au-delà de la salle d'audience. Il est devenu une pierre de touche culturelle, déclenchant un dialogue national sur la violence juvénile, l'intimidation et le racisme qui se poursuit encore aujourd'hui. L'affaire a laissé une marque indélébile sur la société canadienne, provoquant à la fois une panique morale et un puissant mouvement pour un changement positif mené par la propre famille de la victime. La brutalité du crime et le fait qu'il ait été perpétré en grande partie par des adolescentes contre une autre fille a profondément troublé le public canadien et a remis en question les stéréotypes de genre traditionnels sur l'agression. Le cas a reçu une attention médiatique intense et soutenue que certains sociologues canadiens ont qualifié de moment décisif pour une panique morale sur le phénomène de la violence entre filles. Face à une perte inimaginable et à des années de tourmente juridique, Manjit et Suman Virk ont transformé leur deuil privé en une croisade publique. Ils sont devenus deux des défenseurs anti-intimidation les plus éminents et les plus puissants du Canada. Refusant d'être consumés par la haine, ils ont parcouru le pays s'adressant à des milliers d'élèves, d'enseignants et de responsables de l'application de la loi. Leur plaidoyer a eu un impact tangible sur les politiques publiques. Ils ont poussé avec succès le gouvernement de la Colombie-Britannique à adopter et à financer de nouvelles initiatives anti-intimidation dans les écoles, ce qui a nécessité un financement gouvernemental conséquent. L'argent public a ainsi été investi dans la prévention, dans l'espoir d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Alors que le récit public de l'affaire Rina Virk s'est cristallisé autour des thèmes de l'intimidation et de la violence entre filles, de nombreuses analyses académiques et critiques ont soutenu que ce cadrage s'est fait au détriment de l'effacement du rôle crucial du racisme et de l'aliénation culturelle. Rina n'était pas n'importe quelle adolescente intimidée. Elle était une enfant à la peau foncée d'immigrants, dans une banlieue majoritairement blanche, luttant pour naviguer sur le terrain dangereux entre l'héritage sud-asiatique de sa famille et la culture dominante qu'elle voulait désespérément rejoindre. Des universitaires comme Yasmine Jiwani ont soutenu que le discours médiatique et juridique a largement ignoré les hiérarchies croisées de race, de genre et de classe qui rendaient Rina particulièrement vulnérable. Cette analyse suggère que la violence contre Rina ne peut être entièrement comprise sans reconnaître le contexte de sa lutte pour s'assimiler dans une société qui dévalorisait son identité, la laissant isolée et cible d'une violence extrême. Le meurtre de Rina Virk s'est avéré être une histoire d'une puissance durable, revisitée et réinterprétée à travers diverses lentilles culturelles. Ces récits ont façonné la compréhension du public, mais ils soulignent également le dilemme éthique central du genre true crime. La tension inhérente entre raconter une histoire captivante et honorer la mémoire d'une victime sans exploiter son traumatisme. Cette fascination peut devenir une source de revenus considérable pour les auteurs et les sociétés de production, soulevant des questions sur la monétisation de la douleur d'autrui. Le récit le plus influent est le livre de 2005 Under the Bridge, écrit par la regrettée Rebecca Godfrey. Godfrey, qui a grandi à Victoria, a passé 6 ans à faire des recherches sur l'affaire. Le livre a été largement acclamé pour son tour de force de reportage criminel et sa plongée empathique dans le monde caché et la psychologie des jeunes auteurs. Cependant, ce choix narratif a également été une source de critiques. Certains ont noté que dans sa concentration intense sur la vie et les motivations des tueurs, le livre laisse la victime, Rina Virk, curieusement absente de sa propre histoire. En contrepoint essentiel à l'œuvre de Godfrey se trouve le mémoire de Manjit Virk de 2008, Rina, A Father's Story. Ce livre se réapproprie l'histoire du point de vue de la famille de la victime. Il détaille leur lutte en tant qu'immigrants, leur angoisse face à la rébellion et à la mort de Rina, et leur profonde frustration face à un système judiciaire et social qui, selon eux, les avait laissés tomber à chaque étape. En 2024, l'affaire a été portée à une nouvelle audience mondiale avec la sortie de la mini-série Hulu Disney Plus Under the Bridge avec les acteurs acclamés Lily Gladstone et Riley Keough. La série est basée sur le livre de Godfrey et adopte sa structure narrative.
La sortie de la série a cependant également ravivé la douleur réelle associée au crime. Des policiers de Saanich à la retraite impliqués dans l'enquête initiale ont exprimé leur inquiétude que les libertés créatives prises par la série puissent obscurcir la réalité factuelle du meurtre. La vie culturelle posthume de l'affaire Reena Virk illustre le bourbier éthique au cœur du genre true crime. La fascination du public pour la psychologie des tueurs, explorée de manière si convaincante dans des œuvres comme Under the Bridge, est souvent le moteur du récit. Pourtant, cette focalisation risque perpétuellement de se faire au détriment de l'histoire de la victime elle-même, la réduisant à un élément de l'intrigue. Le meurtre de Reena Virk sous le pont Craigflower en 1997 n'était pas un simple cas d'intimidation qui a mal tourné. Ce fut une tragédie complexe et dévastatrice née d'une confluence toxique de facteurs, la cruauté profonde d'individus, la psychologie dangereuse d'une foule, l'aliénation aiguë d'une jeune fille prise entre deux cultures et l'échec catastrophique des filets de sécurité institutionnelle conçus pour la protéger. Pourtant, l'héritage le plus profond de cette tragédie nationale est peut-être celui forgé par les parents de Reena, Manjit et Suman Virk. Face à une horreur inimaginable, ils ont choisi une voie non pas de vengeance, mais de plaidoyer et de pardon. Leur campagne inlassable contre l'intimidation a façonné les politiques et éduqué une génération d'enfants canadiens, transformant leur douleur personnelle en un bien public. Leur résilience et leur grâce constituent la réponse la plus puissante aux forces destructrices qui ont convergé en cette nuit de novembre. Les questions soulevées par la mort de Reena Virk restent aussi urgentes et pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1997. Revisiter son histoire n'est pas un acte de fascination morbide, mais un acte de souvenir nécessaire et un rappel de l'obligation permanente de la société de protéger ses enfants les plus vulnérables. Les échos de Sous le pont continuent d'appeler à une société plus compatissante, juste et vigilante, un appel qui ne doit jamais rester sans réponse. Quelle leçon tirez-vous de cette affaire tragique? Votre opinion est importante. Laissez un commentaire, aimez la vidéo si elle vous a apporté de la valeur et abonnez-vous à Traces perdues pour d'autres enquêtes qui comptent.